merci à tous. On va commencer cette journée de clôture du projet Nomade. Dans un premier temps, je tenais à remercier ceux qui ont beaucoup œuvré pour l'organisation de cette journée, même en étant des fois pas forcément en forme vu les virus, tout ça qui passe en ce moment. Donc un grand merci à Sandra, à Joey aussi, qui a rejoint le projet il y a quelques mois, évidemment à Olivier aussi, Sébastien aussi. Donc on a tous les rouages de l'université qui ont contribué à l'organisation de cette journée pour qu'elle se passe le mieux possible. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pu venir, qu'on a invité. On sait que ça pouvait les intéresser. Donc, je pense je vais sûrement en oublier, M. Puzzo, d'Action 4, Antoine Boucher, de Bostifield, Hervé Kinard, qui est responsable de l'Institut régional de formation et directeur de l'IFMK. Je vais en oublier, c'est sûr. Hein. Alors, on a aussi un représentant de la ville de Reims qui passera dans la matinée. Une représentante aussi du CREPS qui est là. Olivier, qui a les bonnes lunettes. Nos étudiants qu'on a mobilisés pour. Nos étudiants, je vais en parler aussi. Donc un grand merci. Sans prendre trop de temps, donc moi je souhaitais dire aussi que, et puis aussi oui, je sais plus où il est, on avait aussi représentant du laboratoire Bernard Vieira, il était là tout à l'heure. Donc merci aussi d'être présent. Il y a aussi oui, le service prévention des risques diversité qui vient, donc tout ce qui peut toucher aux troubles neuromusculo-squelettiques, voilà. On a fait ces invitations-là. On remercie à ces personnes de pouvoir participer. Moi, ce que je voulais dire sur le déroulement du projet, c'est que j'ai trouvé que c'était un projet très riche, avec des équipes qui étaient complémentaires, et qu'il y a vraiment un réseau qui s'est créé, un réseau de chercheurs en France, en Belgique, au Luxembourg, et avec une vraie dynamique de travail. Avec aussi un état d'esprit que j'ai trouvé très agréable dans le travail. Donc, voilà, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je pense que c'est un petit peu de l'héritage, on en parlera certainement aussi tout à l'heure, mais ça fait déjà partie de l'héritage, ce réseau et les rencontres qu'on a pu faire, les échanges qu'on a pu faire, le travail qu'on a pu développer. Et c'est une vraie richesse. Et déjà, ça, je pense que c'est déjà un grand succès pour le projet. J'ai trouvé aussi avec ce projet, évidemment, c'est le but de l'Interreg, d'avoir des retombées sociétales, d'avoir des retombées concrètes sur l'humain, sur la société, dans les entreprises, dans les instituts de formation, etc. Là aussi, je pense que ça a été une réussite aussi de ce côté-là. Mais ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi un projet de recherche fait. Il y a eu des données scientifiques, des articles, de nombreux articles, on peut dire. Il y a une vraie valorisation scientifique aussi qui a pu être faite sur ce projet. Et ça aussi, je pense que c'est une réussite aussi. Et c'est vraiment celui-là. Et puis, juste quelques mots. Demain, l'héritage, je pense que c'est continuer à faire vivre le réseau, à voir précisément à travers quel projet. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion, et je sais que c'est déjà le cas pour certains, d'échanger et puis de réfléchir sur la suite. Je pense qu'il y a un vrai potentiel pour continuer ensemble quelque chose aussi intéressant que ce qu'on a pu faire ce projet. Et puis, l'héritage, c'est aussi la rencontre aussi encore un petit peu plus poussée avec les industriels, avec l'application qu'on va pouvoir avoir dans les entreprises, avec ceux qui travaillent dans le bien-être au travail, puis aussi des entreprises vraiment d'envergure où il y a vraiment des TMS qui se créent. Et puis l'avenir aussi, c'est aussi les plus jeunes, les étudiants, les futurs diplômés. Donc à Reims, on forme des ergonomes notamment. Donc on a souhaité qu'ils soient présents aujourd'hui pour assister à cette conclusion du projet Nomade.
et qui puissent voilà, avoir aussi des perspectives, nouer aussi avec les collègues, peut-être des projets de thèse ou des projets professionnels qui peuvent émerger aujourd'hui, pourquoi pas. Et en tout cas, voilà, ça vous donnera aussi comment on peut travailler dans ce domaine-là. Donc voilà, je vais pas être plus long, et puis je vais vous souhaiter une très belle matinée, une très belle après-midi, où le but est assez pratique aussi, et puis l'échange. Voilà. Merci, William. Oui, brièvement, content de vous voir enfin à Reims après la frustration de l'événement en ligne en mois de juillet et qui avait été à la certaine réussite, mais bon, pas forcément si interactive et conviviale. Le champagne est au frais. Il faut vous rappeler le programme de la matinée. On a fait 4 présentations, conférences qui vont commencer dès maintenant, qui seront ponctuées par une petite pause. En fait, donc de 11h à 11h30, on aura une pause. On vous encouragera aussi à découvrir des ateliers, des démonstrations en fait, de réalisation du projet Nomade. Et donc, pareil, à nouveau, on pourra aussi, à l'issue des conférences, retourner en atelier pour présenter différentes démonstrations. Je pensais aussi, il y a des petits posters qui seront mis qui correspondent au résumé aussi du travail, hein, qui sont déposés pas loin de là où il y a le café. Et donc, on vous invite à le lire et à apporter des modifications, des corrections, des ajouts pour qu'on puisse avoir une version définitive dans quelques jours. Voilà, donc, c'est fait pour ça, c'est fait pour être lu et être corrigé. Parfait. J'invite Weston à me rejoindre et puis on va animer ensemble la première conférence porte en fait sur la réalité virtuelle et l'évaluation des sources de l'idée en fait c'est peut-être de ce moment pour peut-être rappeler quelques définitions, terminologies sur la réalité virtuelle et après rappeler finalement comment au sein du projet Nomade on s'est approprié cette technologie pour en fait la mettre au service en fait de l'évaluation des technologies politiques. C'est déjà finalement une petite définition sur cette notion finalement de réalité virtuelle qui consiste en fait, on va le voir, en une simulation, c'est vraiment d'immerger une personne via un casque et donc d'écouter son regard dans un environnement complètement simulé généré par ordinateur. Et donc l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet en fait de multiplier. C'est qu'on peut proposer finalement dans l'immersion des environnements qui sont parfois soit difficiles à restituer, par exemple pour l'entraînement dans des situations à risque comme dans le risque nucléaire, ou pour la formation. C'est le cas d'IFFK en fait, où les pilotes, par exemple, sont aussi amenés parfois à utiliser la réalité virtuelle pour simuler des situations finalement de pratique. Et donc, ce terme en fait est très utile en ce moment et il se mélange avec beaucoup d'autres acronymes qu'on voit fleurir en ce moment sur la presse technologique. Donc, en effet, si on fait un tour d'horizon, on parle de réalité virtuelle, je l'ai insisté, en fait, on parle d'immersion, on parle vraiment d'une simulation dans laquelle finalement l'utilisateur est aveugle de son environnement réel. Et puis de l'autre côté du spectre, on a la réalité augmentée qui en fait permet de garder un contact avec l'environnement réel, mais d'avoir en superposition des éléments numériques qui viennent enrichir la compréhension d'un environnement avec des informations soit textuelles, images, vidéos ou 3D. Ces deux modalités, en fait, on est vraiment soit isolé, soit finalement en direct avec l'environnement réel. Et puis on voit fleurir une technologie en fait un peu intermédiaire qu'on appelle la réalité mixte, qui est un peu un mélange des deux. En fait, les effets de la réalité mixte permettent en l'occurrence d'avoir en fait des lunettes translucides qui permettent en fait de fusionner, de faire cohabiter les éléments virtuels. Et donc en fait, ces trois technologies, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, sont englobées dans un terme qu'on appelle la réalité étendue. Donc voilà un petit peu, je dirais, une précision sur les terminologies, sachant que dans le projet Nomade, nous, on s'est vraiment intéressé et focalisé sur la réalité virtuelle pour justement, on va le voir, proposer un environnement synthétique aux patients en fait, pour le test du terrain OBN. Alors, quels sont finalement les éléments clés de la réalité virtuelle? En fait, les deux éléments principaux qui permettent de concrétiser cette immersion sont en fait essentiellement deux éléments. Un premier élément qu'on appelle en fait l'affichage stéréoscopique. Il s'agit en fait dans le casque de proposer en fait à la personne qui le porte
un affichage avec deux images légèrement décalées qui vont en fait simuler l'écart interpupillaire et donner l'illusion finalement au cerveau qu'il y a une profondeur. En fait, cet affichage stéréoscopique, qui est donc modélisé en fait par ce petit exemple, sont finalement deux images d'un même environnement 3D légèrement décalées pour justement leurrer le cerveau et lui faire croire en fait qu'il y a une profondeur dans la scène qu'il observe. Et puis l'autre élément important, l'animation, c'est d'avoir en fait un point de vue qui va s'adapter, qui va s'ajuster en fonction des déplacements. En l'occurrence, en général, ces masques sont équipés en fait de centrales inertielles, un gyroscope, un accéléromètre, un magnétomètre, et les mouvements de la tête, et ensuite, via le logiciel, d'adapter en fait l'affichage dans l'écran en fonction des déplacements. Et donc ces deux facteurs-là vont vraiment créer finalement un sentiment de l'environnement virtuel qui va contribuer finalement à l'immersion. Si on parle finalement d'éléments tels qu'un écran et un gyroscope, il suffit en fait d'avoir ce genre d'outil. Un téléphone portable, par exemple, est un outil en fait, qui permet de faire la réalité virtuelle parce que vous avez finalement un écran qui peut très bien se transformer en écran stéréoscopique et puis un gyroscope qui permet finalement de capter les mouvements. Donc, je n'ai pas hésité finalement à créer une petite démo. Donc, je vous encourage à dégainer votre téléphone portable et si vous scannez ce QR code, vous allez finalement arriver sur une application de réalité virtuelle, alors certes simplifiée, mais qui est déjà finalement une preuve de concept. On peut en fait vivre la réalité virtuelle déjà finalement sur un périphérique. Il faudra accepter que l'application accède à vos capteurs, notamment des capteurs gyroscope. Et ensuite, si vous naviguez, vous allez devoir surgir des éléments. Un petit rapport placement de produit. L'idée, en effet, c'est que ce projet, finalement, il avait déjà été initié par l'ingénieur de Google. Il avait imaginé justement d'utiliser en fait un casque en carton avec des lentilles pour proposer une expérience de réalité virtuelle à moindre coût, à peine 5 € de kit, pour finalement avoir une première immersion. La limite du système, c'est peut-être en fait qu'on est limité finalement à 3 degrés de liberté et qu'on ne peut finalement que tourner la tête. Et si jamais on se déplace, on est limité. Alors justement, dans une démarche finalement d'évaluation de TMS, on est quand même attaché au mouvement. En fait, il est intéressant d'aller investiguer d'autres technologies, et notamment le choix qui a été fait au sein du projet Nomad, c'est d'aller vers des casques en fait de réalité virtuelle. En fait, 6 degrés de liberté, à savoir la capacité de suivre en fait les déplacements en rotation quand je tourne la tête, mais aussi en fait de suivre les déplacements en position. Si je déambule finalement dans un environnement, le casque va être capable finalement de suivre les déplacements et de mettre à jour en fait ce que je vois. Alors pareil, on va continuer à alterner entre propos et démonstration. J'ai prévu une petite démonstration. En fait, l'idée, je vais vous montrer finalement, donc là, j'ai peut-être pas la même place. Donc, ces casques sont utilisés pour le projet Nomad, donc un casque autonome qui propose en fait un écran stéréoscopique, des caméras frontales pour faire le suivi en position, et tout ça de façon autonome. On n'est pas relié à un PC, tout est embarqué finalement dans le casque. Si j'enfile mon casque et que je plonge dans la réalité virtuelle, vous devriez normalement voir ce que je vois à l'écran. C'est voilà, je l'ai fait ici. Donc, en effet, le point de vue s'adapte en fonction de mes déplacements, mais surtout, en fait, si j'avance dans l'environnement réel, et bien la caméra se met à jour, et donc je suis capable de déambuler. Donc, là, je peux vraiment lier finalement le mouvement, l'application où je vais jouer au basket. Et donc, voilà un petit peu comment on envisage finalement la réalité virtuelle, à savoir la capacité finalement de pouvoir proposer un suivi finalement du mouvement en déplacement, rotation et translation. C'est qu'en fait, dans ce genre d'environnement, on va pouvoir modifier les conditions d'environnement facilement. Par exemple, ici, je me suis amusé à avoir un contrôle où en fait, je peux ici suivre en temps réel mes déambulations. Les graphes que vous voyez s'afficher en fait correspondent en fait à la position de ma tête dans l'espace. En effet, si je me penche et que je me déplace, je vais pouvoir mettre à jour aussi dans ce principe-là. Modifier les paramètres de l'environnement, par exemple, confronter la personne à un environnement. Par contre, ici, là, en fait, je peux basculer en fait, dans la scène. En fait, la réalité virtuelle permet à la fois d'imager une personne, mais aussi d'avoir un monitoring et de pouvoir suivre en fait, ses déplacements grâce finalement à cette technologie. En fait, voilà un petit peu, je dirais, la technologie qu'on a investiguée, c'est la technologie qu'on a choisi en fait de se pencher pour en fait la mettre au profit de l'évaluation des TMS.
juste avant. Tout ça a été finalement une réflexion pour essayer d'envisager la transposition de la réalité virtuelle pour adapter un test en réalité virtuelle. En effet, donc, petit clin d'œil à Renaud et son équipe et Wesley, donc, qui ont imaginé en fait un test de mobilité cervicale, un test clinique pour évaluer la mobilité cervicale. Ensuite, en fait, à proposer un protocole où un sujet en fait visualise des cibles réelles exposées dans l'environnement du laboratoire et porte, tu me corrigeras, donc un pointeur laser, c'est ça, qui permet en fait de valider une tâche de visée des différentes cibles réparties devant le sujet. Pour assurer, le sujet ne ressemble pas à ça à son expérimentation. C'est bon boulot, mais sans effet secondaire. L'inconvénient, et Renaud pourra en témoigner, c'est que la du test est assez fastidieuse et donc demande pas mal de manipulation, d'où l'intervention des qualités finalement Wesley qui a participé finalement à concevoir une position en réalité virtuelle du test de la laser, qui s'appelle dans le nom donc le CBRNVL. Je peux éventuellement peut-être essayer que tu expliques éventuellement un petit peu le fonctionnement. Je lance la vidéo et tu peux la commenter. Le but, comme Olivier vous l'a dit, c'est vraiment de transposer le test que Renaud avait créé pour évaluer la mobilité cervicalgique d'un patient, de transposer ce test-là en réalité virtuelle. Donc, comme tu l'as dit, la mise en place était un peu fastidieuse, mais surtout, si on veut modifier des paramètres du test, comme tout est fixé physiquement, la distance entre les cibles, l'angle, le nombre des cibles, ça devient difficile. Alors qu'en VR, on va pouvoir profiter justement de la technologie pour modifier un peu tout ce qu'on veut et facilement. Donc là, voilà, je représentais un petit peu le test réel avant de passer à la partie virtuelle. Donc dans ce test-là, on a 3 cibles qui sont en face de nous, qui sont en fait des capteurs photosensibles et qui vont réagir au pointeur laser que le patient a. Et ça, c'est la version en virtuel qu'on a développée dans Nomad. Donc on va retrouver les 3 cibles qui vont s'allumer les unes après les autres, qu'on puisse savoir laquelle on doit viser. On met le pointeur au centre de la cible. On doit rester pendant un certain temps. Et une fois qu'elle est validée, la suivante s'allume et ainsi de suite. Et dans cette application-là, on a créé tout un système de menus qui permet en fait de modifier tous les paramètres du test. Donc sur la gauche, c'est plutôt lié à la pièce dans laquelle on va se trouver. Sur la partie du milieu, c'est les de base du test. Tout ce qui est temps de validation, nombre de cibles, difficulté. Et ici, on peut voir plutôt les paramètres physiques, tout ce qui est distance et angle des cibles. Et en plus d'avoir repris le test de base, des cibles en horizontale, on s'est amusé à créer toute une sorte de variante, donc des cibles en mode triangle, par exemple, en mode vertical, et toutes ces variantes pour proposer des nouveaux mouvements et des nouvelles stratégies de mouvement à étudier, en fait, tout simplement. Et ici, un test un petit peu plus pour ceux qui sont aventureux, avec toutes les cibles en mode plus aléatoire. C'est le niveau, voilà, c'est le niveau actuel. Et donc, la question qu'on s'est ensuite posée, c'est de savoir finalement si ce test en réalité virtuelle supplanter, donc remplacer le test laser. Et pour ça, il fallait quand même qu'on s'assure qu'il n'y avait pas finalement de distorsion en termes de mobilité, en termes de perception en réalité virtuelle par rapport au réel. Donc, en fait, en discutant au sein de l'équipe, Frédéric, Renaud, Fabien, on commence à identifier en fait des éléments, je dirais mathématiques, qu'on pourrait utiliser comme mesure, comme métrique pour comparer le réel et le virtuel. Et en l'occurrence, il y a cette loi de Fitts qui en fait met en relation une tâche de visée, donc le laser à atteindre une cible en fonction de l'écartement des cibles et de leur taille. Donc en fait, dans une tâche de visée dans le monde réel, eh bien en fait, on observe en fait une régression linéaire, en fait, donc un alignement linéaire en fait de cette difficulté, de ce temps de réaction. Et donc on s'est dit, eh bien essayons de mesurer finalement ce temps de réaction en fonction des caractéristiques antidérivées et pour voir si finalement les sujets qui participent à cette étude vont aussi respecter la loi de Fitts, ce qui sera un élément objectif
et puis pour valider en fait de la transposition du test laser au test en réalité virtuelle. Donc, au sein de l'Université de Reims, on a eu l'occasion d'accueillir en fait 2 stagiaires, dont Nicolas Malter, qui a travaillé sur la mise en place du comité d'éthique, mettre en place une expérimentation à grande échelle de cette loi de FIS avec des NBR. Et puis donc, comme l'indiquait William, donc on a pu aussi recruter Joé donc, en début d'année septembre pour qu'il puisse nous aider en fait à mettre en place ce protocole expérimental pour obtenir les premiers résultats. Et donc, voilà un petit peu, je dirais, à quoi ressemble, je dirais, les résultats finalement quand on fait passer le test à un sujet. En effet, on aperçoit que pour ce sujet numéro 14, on a une répartition des points qui est assez proche finalement de la droite idéale. Donc, en fait, ce sujet a plus ou moins respecté la loi de FIS. On a aussi des sujets qui parfois, en fait, sans avoir des consignes, en fait, ont un comportement qui n'est pas du tout conforme à la loi de FIS. Donc en fait, en mettant en place ce protocole, on a pu en fait, grâce à l'aide de Joé, solliciter en fait 136 personnes qui ont été approchées en fait pour réaliser le test. Alors en effet, ce test commence par des tests, des questions d'inclusion, d'exclusion, pour s'assurer finalement que les personnes ne sont pas souffrant notamment de cervicalgie, pour qu'il n'y ait pas de biais finalement dans l'analyse des résultats. En fait, les tests de présélection ont amené finalement à rejeter beaucoup de personnes qui avaient des douleurs malheureusement. Et donc on a quand même obtenu en fait des résultats pour 51 sujets qui ont vraiment fait le test complet dans son ensemble, avec donc en effet 5 sujets qui n'ont pas forcément respecté les bonnes consignes. Je dirais, faut s'attaquer comme le sujet numéro 4 qu'on a vu à l'instant. Et donc on a 46 sujets dont les données sont exploitables et qu'on va pouvoir en fait analyser. On a quelques premiers résultats à présenter aujourd'hui. Donc notamment, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu participer à l'étude? En effet, dans le questionnaire, on a des éléments de la douleur. Et en effet, donc, certains souffrent de douleurs cervicales, mais aussi de troubles du sommeil. C'est des éléments finalement qui étaient rédhibitoires pour l'expérimentation. En fait, ce qui explique ce fort taux de rejet, c'est qu'en effet, on avait des conditions assez drastiques sur la qualité du sommeil, les douleurs éventuellement sollicitées. Pour obtenir vraiment une population, on va dire, idéale, sans biais au niveau des mesures. La bonne nouvelle, c'est qu'en effet, quand on regarde un petit peu les résultats de cette population, on l'a réparti en plusieurs tranches d'âge. On a calculé finalement ce fameux coefficient de détermination, qui est finalement la qualité de la régression linéaire, en fait, qui mesure un petit peu à quel point les points qu'on a alignés sur la droite idéale. Et puis on s'aperçoit en fait qu'on est quasiment autour de 80, voire au-delà % de respect de la loi de FIS. En fait, ce qui nous encourage à dire avec ces premiers résultats, en fait, que les éléments sont assez probants et ce qui semblerait dire qu'on va pouvoir en fait entreprendre une transposition du test d'hydrel laser dans sa version virtuelle pour le transposer dans notre cabinet de façon assez simple à mettre en place, comme on a pu montrer en fait. Le casque autonome, l'application d'hydrel est installée sur le casque. Il y a un petit tutoriel. C'est vrai que la mise en place est beaucoup plus rapide et simple que la version laser qui était donc les prémices en fait du sujet. Merci de votre attention. L'interaction avec répondre à vos questions, apporter des compléments d'information, éventuellement écouter vos remarques. Ils seront forcément bien. Faut se lancer. Juste dans vos critères d'exclusion, dans les qui vous a permis, voilà, dans ces diapos, là, je suis surpris qu'il n'y ait pas quelque chose concernant les sensations de l'air qui sont désagréables, parce qu'on sait que, j'allais dire, certaines personnes qui souffrent de problèmes vestibulaires, de dépendance visuelle, etc., se trouvent en situation désagréable quand ils n'ont plus ou soit l'environnement habituel, soit qu'on les prive du contrôle de la vue. Un élément qui figure, alors c'est peut-être pas dans la NBI, il y a un questionnaire en effet, c'est pas celui-ci, qui fait référence au trouble vestibulaire. D'accord. Ça existe comme questionnaire en fait, qu'on fait passer aux gens, aux patients, aux participants, dans tous les cas.
qui utilisent ce genre d'outils. Donc, ouais. Il y a un questionnaire en fait qui s'est justement posé aux gens pour justement éviter de les soumettre à la réalité virtuelle si Donc, ce sont des questionnaires qu'on utilise surtout après avoir utilisé l'outil, qui peuvent être intéressants justement quand on avec ça, pour voir finalement est-ce que les participants qui ont, on va dire, été un peu dérangés ont les moins bons résultats. Ça aurait été intéressant justement de calibrer peut-être à ce moment-là dans la discussion. question. Vous avez un R carré qui est un petit peu faiblard sur la tranche 13-18. C'est un petit échantillon. Quel est votre pronostic quand on va essayer d'augmenter ça? Vous pensez quoi, passer de 0,8 On n'a que 3 sujets finalement qui contribuent finalement à ce à score. celui-là, ouais. En effet, son pesé n'est pas significatif et qu'il faudrait même peut-être exclure en fait de l'étude. On est encore en train de solliciter, on a quelques stagiaires de 3e qui font leur stage au sein du FR et donc je en profite pour leur en espérant qu'on va augmenter finalement, on va multiplier par 2 le nombre de sujets dans cette tranche d'âge. Ouais, je pense que c'est juste un effet de la taille d'échantillon. Ouais. Probablement, hein, vu ce C'est vrai qu'on que c'est voit. vraiment le seul qui se trouve sous la 80 et donc étant significatif. D'autant qu'on pourrait se dire que c'est une tranche d'âge en fait qui utilise pas mal de jeux vidéo, etc., qui est donc peut-être plus familiarisé avec ce genre d'outils et on s'attendrait à avoir peut-être des résultats meilleurs justement dans cette tranche d'âge. L'échantillon est en fait comme on a vu des significations. Éventuellement laisser la place à Renaud. Et une fête d'investigation, de formation, etc. C'est mon équipe là, du Ah oui, pas de souci, je les connais. Il restait un siège. Il y en a encore un ici. Hein, Et une fois que tu es dessus, tu envoies sur une page et là tu dois mettre une image et une face. Et puis la photo. Et une fois que tu mets sur une page, et là tu rentres les identifiants. Voilà, donc je vais continuer d'exposer sur les projets nomades avec je vais venir vous présenter un jeu en fait. C'est beaucoup moins des réalités virtuelles que ce qu'on vous a présenté avant, mais quoique, puisque on est quand même en voie de transposer cet outil qui est bien réel vers un outil en effet implémenté sur une plateforme, mais on vous en parlera un petit peu plus après. Donc, en fait, ce que moi je vais venir vous décrire ici, c'est un nouveau jeu, un outil en fait pour apprendre le raisonnement clinique dans un domaine de la kinésithérapie particulier qui est le domaine du musculo-squelettique. Bonne nouvelle, il y a début novembre, donc le 1er novembre, c'était la naissance et non pas autre chose. Notre article a été publié dans une revue qui s'appelle Journal of Manual and Manipulative Therapy. C'est une revue non pas de pédagogie, puisque c'est un outil pédagogique, mais une revue vraiment très ciblée sur le musculo-squelettique. Et en effet, comme notre but, c'était vraiment de faire connaître dans le domaine du musculo-squelettique, c'est pour ça qu'on s'était ciblé
quand même particulièrement sur cette revue. Alors, on partait du principe que ça n'intéresserait finalement pas grand monde. Et puis, on a pu voir qu'en 1 mois et demi, on a quand même déjà 503 vues sur l'article, ce qui est déjà pas mal. Et surtout que cet article a été cité aussi dans notre fédération internationale de thérapie manuelle. Donc, on est aussi très fiers de cette, ce premier aboutissement. Donc, pour apprendre le raisonnement clinique, qu'est-ce que c'est que le raisonnement clinique? Finalement, le raisonnement clinique, il sert finalement à comprendre son patient, comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière le patient pour finalement guider ce qu'on va appeler la pratique fondée sur des preuves. Donc, d'une manière très pragmatique, très terre-à-terre, le raisonnement clinique, il va servir simplement, entre guillemets, à mieux traiter son patient. Donc, c'est vraiment ça qui sera important. Alors, l'enseignement du raisonnement clinique, apparemment, ne consacrerait pas assez de temps dans l'apprentissage du raisonnement clinique. Il manque de cadre aussi dans son enseignement. Et pour les étudiants, c'est vrai que ça reste toujours assez bien un défi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très abstrait tant qu'on n'a pas vécu, on va dire, le patient sur le milieu du terrain, dans son cabinet, etc. Et c'est vrai que pour eux, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué souvent d'arriver à comprendre en fait ce qu'on leur veut finalement avec le clinique. Et donc, il est vraiment primordial de proposer des formations qui permettent d'améliorer justement cet apprentissage du raisonnement clinique. Quand on parle de raisonnement clinique, on parle de différentes stratégies de raisonnement clinique. Il existe le raisonnement clinique qu'on va appeler non analytique, référence un peu à les plus âgés connaissent, Dr. Ross, le king des raisonnements, celui qui fonctionne très, on va dire, de manière inconsciente, très automatique. Ce mode de raisonnement non analytique, qui est aussi appelé par les anglo-saxons fast thinking. En fait, pourquoi fast thinking? Parce que c'est vraiment un raisonnement clinique qui est basé sur la mémoire des cas. Un patient arrive, je le vois marcher, finalement, je sais ce qu'il a. Je crois savoir ce qu'il a. Peut-être, je vais chercher dans ma mémoire, j'ai déjà vu des patients comme ça, donc je dirige mon traitement de cette manière-là. On s'oppose, ce mode de raisonnement s'oppose, pas vraiment s'opposer, à ce qu'on va appeler l'analytique, c'est-à-dire qui reposera plutôt sur des propositions, des hypothèses, vraiment sur des choses qu'on doit finalement tester, des informations qu'on doit vérifier, confirmer par la suite de la prise en charge avec son patient. Et ce mode de raisonnement va être utilisé beaucoup plus par les novices, en fait. Pourquoi? Parce qu'eux, en fait, ils n'ont pas encore eu beaucoup de la chance, l'expérience de la mémoire de cas, donc ils doivent finalement la construire aussi, ce mode de raisonnement non analytique. Alors, on voit que le mode de raisonnement, le fast thinking, est plutôt utilisé par les experts, et puis je vous disais, s'oppose, pas vraiment. Pourquoi? Parce que ce mode de raisonnement fast thinking est toujours utilisé par les experts en mode, on va dire, approche, mais ils sont continuellement en mode aussi analytique. Pourquoi? Parce qu'ils vont se réinterroger au fur et à mesure de leur prise en charge pour pouvoir à chaque fois confirmer finalement, quand ils font ça bien, que leur face est la bonne approche. Et donc, dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on va utiliser vraiment de manière assez prépondérante? Eh bien, c'est ce mode de raisonnement hyper-déductif, c'est-à-dire ce mode de raisonnement analytique qui va nous servir finalement à apprendre convenablement le raisonnement clinique aux étudiants. Pourquoi? Parce que, on va dire, le patient, tout l'apprentissage du patient, on voit que un cas clinique, une clinique de patient, c'est vraiment quelque chose de complexe, quelque chose qu'il faut essayer de comprendre le mieux possible. Et donc, c'est pour ça que ce mode hypothético-déductif est vraiment la méthode de choix utilisée en éducation médicale et justement dans notre domaine de la kinésithérapie. Alors, on parle d'hypothèse. Qu'est-ce que c'est finalement une hypothèse? Finalement, une hypothèse, ça sert à regarder ce qu'il y a derrière le patient, derrière la structure. Un patient arrive avec une représentation clinique de son problème et
on va aller voir finalement qu'est-ce que ça veut dire à travers tous les éléments qu'on connaît, hein, biopsychosociaux, et vraiment considérer en fait tous les mécanismes qui ont conduit à la représentation de ce problème, mais qui vont aussi faire perdurer, hein, de temps en temps ce problème. Les hypothèses, c'est bien utilisé naturellement, hein, mais il faut que ça soit utilisé à bon escient, et pour que ça soit bien compris aussi dans le cadre du patient, pouvoir les identifier. Les nommer et que les étudiants les connaissent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une théorie un petit peu, hein, à apprendre, à comprendre chez les étudiants. Et pourquoi les identifier? Parce que chaque catégorie, chaque famille d'hypothèses va dépendre aussi du champ d'application. Hein. Je vous parlais de la kinésithérapie musculo-squelettique. Ben, il faut savoir que si on parle de la kinésithérapie, on va dire cardio-respiratoire, la prise en charge, par exemple, en pédiatrie et autres, ben, finalement, les hypothèses qu'on va utiliser seront peut-être, on va dire, je dis bien, seront peut-être différentes de ceux qu'on pourrait utiliser dans le cadre musculo-squelettique. Donc, on va dire, chaque département se doit quand même d'élaborer, on va dire, une série d'hypothèses pour pouvoir justement mieux analyser les patients. Alors, les hypothèses, nous, on est parti en fait des travaux d'un Australien qui s'appelle Mark Jones, qui a participé à la rédaction de l'article et qui, lui, différencie 10 familles d'hypothèses dans la réflexion qu'ils ont eue en Australie pour élaborer ce mode de fonctionnement. Les hypothèses, je ne vais pas les développer ici. On aura l'occasion de se croiser au niveau des ateliers, donc on peut plus les développer à ce moment-là. Alors, les théories qui se cachent, hein, derrière ce jeu sont des théories finalement assez simples. Hein. On va les appeler la cognition, hein, la métacognition. Cognition, mais finalement, c'est tout ce qu'il y a dans les connaissances, tous les éléments, on va dire, les éléments pertinents d'analyse et de structuration des connaissances. Tout ce qui est métacognition, c'est finalement aussi tout ce qui existe en termes d'auto-évaluation par les participants, hein, qui vont jouer à ce jeu. Et puis surtout, un élément qu'on adore, c'est aussi tous les éléments d'interaction. En effet, on a vu dans la littérature que la motivation et la facilité à l'apprentissage étaient meilleures quand cet apprentissage était travaillé en groupe. Donc, l'interaction sociale lors de la phase d'apprentissage est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est ça qu'on a mis en place aussi dans le cadre de ce jeu. Jeu facile, hein, vous allez voir les règles, hein, assez simples à utiliser. Et puis, jeu amusant, quand on doit apprendre quelque chose, on se pose toujours la question de savoir si c'est réellement quelque chose. Quand on prend par exemple l'exemple du Scrabble, hein, je me souviens encore cet été, on jouait au Scrabble et puis ma belle-sœur disait ça m'ennuie un peu ce truc, j'ai l'impression de me retrouver à l'école primaire quand je joue au Scrabble. Pourtant, ça s'appelle quand même un jeu et il y a des gens qui prennent du plaisir. Donc, malgré tout, ça peut quand même être considéré comme ça. Et puis là, ce jeu, c'est que l'outil, le support est différent et qu'on propose en fait finalement aux étudiants quelque chose qui change, hein, de quelqu'un qui cause et puis les étudiants rater ou dormir pour certains, hein, quand on est en train de donner le cours. Donc, il faut savoir aussi qu'en matière de pédagogie, en matière d'outils, il n'y a jamais, en tous les cas pour l'instant, de gold standard. Hein. Donc, vraiment, l'outil génial avec lequel vous avez gagné le prix Nobel, il n'existe pas encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut varier. On a tous des cerveaux différents, certains plus visuels, certains plus auditifs, etc. Et donc, il faut vraiment varier les plaisirs justement pour apprendre ce raisonnement clinique. Et pas la règle. Donc, pour nous, il était vraiment intéressant et important de fournir un outil qui permettait la formulation, de générer en fait des hypothèses et puis aussi que ces hypothèses soient structurées et donc de manière que l'étudiant apprenne une certaine systématique dans son approche. Donc, les règles, très simples,
l'enseignant ou l'étudiant, un étudiant, des étudiants vont proposer cas clinique, oralement, par écrit ou bien par vidéo. Et ensuite, en proposer, les étudiants vont prendre les familles d'hypothèses et les décliner, en fait, écrire sur les cartes ce qui correspond à chaque famille d'hypothèses par rapport au cas clinique qu'on leur a proposé. Et donc, par rapport ici, si on parle du type de douleur, est-ce que ces douleurs, le patient, est-ce que les douleurs peuvent être d'ordre nociceptif, est-ce qu'il y a une sorte de radiculopathie pour ce patient? Donc, les étudiants peuvent écrire sur leur carte des éléments qui vont infirmer, des éléments qui vont confirmer leurs hypothèses pour finalement arriver de manière, on va dire, consensuelle, de manière, on va dire, tous ensemble, pouvoir se dire, ben, finalement, c'est plutôt vers ces éléments-là qu'on va se diriger compte tenu des hypothèses et compte tenu du cas clinique. En plus, les étudiants peuvent, au moment où ils sont en train d'interroger des moteurs de recherche, pourquoi pas. J'ai une hypothèse comme quoi peut-être que ce patient il est plutôt à prédominance pour le mécanisme de douleur nociceptif. Tiens, par rapport à cette représentation clinique, est-ce que dans la littérature, on peut trouver, par exemple, des articles qui peuvent, que je peux corréler avec les informations. Donc, ils peuvent aller au-delà de cette recherche, justement, pour pouvoir, justement, finalement interroger beaucoup plus aussi la théorie, donc de faire un rapport avec ce qu'ils ont appris, mais aussi avec ce qui est naturellement très EBP, EBM, toutes les évidences qui sont actuellement connues. Ensuite, il existe des cartes qu'on a appelées atouts. Le jeu est disposé et finalement, l'étudiant, après ça, doit se dire, je vais traiter ce patient en fonction de toutes les hypothèses que j'ai eues. Et sur ces cartes atouts, il peut, par exemple, inscrire ce que lui pense, ce qu'il pense autour du groupe, être ce qui prédomine chez ce patient. Ce qui prédomine, en fait, finalement, c'est ce qui doit conduire les étudiants ou l'étudiant à aller tester à l'examen physique et peut-être aller traiter de cette manière son patient. Donc ça, on va dire ça présume finalement de la suite de la prise en charge qui fonctionne aussi en mode hypothético-déductif. Donc du début à la fin, que ça soit la phase d'anamnèse, qui est une phase vraiment de réflexion, c'est ce jeu qui passe vraiment sur cette phase-là, ou la phase qui va suivre de prise en charge physique avec les tests et le traitement, on fonctionne toujours en mode finalement hypothético-déductif. Une fois que les étudiants ont disposé les cartes sur la table, ce que je fais en général, je prends une photo et puis ça passe à l'écran et chaque groupe d'étudiants peut venir expliquer, peut venir vraiment, je dirais, discuter en fonction du cas clinique. Si vous avez donné le même cas clinique à tous les groupes, ça permet aux autres aussi de voir comment est-ce que un groupe en particulier a développé ses idées et ça permet justement l'échange à ce moment-là avec les autres étudiants. Si vous donnez des cas cliniques différents, justement, ça vient chaque fois rajouter un petit peu à leur mémoire de cas. Et là aussi, ils peuvent directement en méthode flash, on va dire, approuver ou pas. Et de toute manière, toujours réfléchir ensemble en groupe sur le cas clinique qui est proposé. Donc, petit groupe, 3 ou 5 étudiants, 4-5 groupes maximum pour un professeur, pour un instructeur, c'est toujours, je dirais, le maximum parce que sinon, après ça, ça devient vraiment compliqué à gérer. 2 heures, 1 heure pour que les étudiants puissent coucher, on va dire, sur les cartes, écrire tout ce qu'il y a à écrire, et puis la 2e heure qui va servir à discuter. Avec l'expérience, j'essaye de réduire la première à une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, de manière à privilégier vraiment les discussions. Parce que je vois que c'est vraiment ça qui est finalement le plus productif au niveau de justement de la manière dont ils peuvent générer des hypothèses. Alors, les règles hyper simples, donc elles peuvent être adaptées, ces règles, elles peuvent être adaptées en fonction du temps, puisque si vous n'avez pas trop le temps, je vous disais 2 heures, mais si vous n'avez qu'1 heure de cours, comment vous faites? C'est très simple en fait. Vous pouvez, par exemple, donner qu'une partie d'anamnèse, qu'une partie de cas clinique, et puis les étudiants peuvent, à partir de cette
petite partie, déjà voir toutes les familles d'hypothèses qu'ils ont à décliner, qu'ils ont à travailler. Ou alors vous dire, voilà, finalement, avec ce cas clinique, je voudrais que vous travailliez un peu plus telle ou telle famille d'hypothèses. Donc, c'est vraiment à l'enseignant à orienter qu'il a, cadrer le cours pour pouvoir justement rester vraiment bien dans cette heure de cours. Avec les niveaux aussi, puisque l'apprentissage, plus vous en avez naturellement, plus vous grandissez. On pourrait imaginer avec des étudiants, on va dire, qui sont en début de cycle, qu'on ait tout préparé, c'est-à-dire et les familles d'hypothèses et toutes les hypothèses, et leur demander de finalement les trier en fonction du cas clinique. Ça pourrait être une première approche. Et puis, au fur et à mesure que ces étudiants vont grandir dans leur apprentissage, eh bien, ces étudiants auront droit de moins en moins d'informations et finalement à des cartes qui seront des cartes blanches sur lesquelles ils vont devoir travailler toute leur famille. Et justement, en fonction de leur expérience déjà du raisonnement clinique, c'est eux qui pourront choisir finalement, j'ai 10 familles d'hypothèses, mais avec ce cas clinique-là, en fait, 7 familles sont nécessaires et les 3 autres ne le sont peut-être pas. Donc, on peut voir vraiment à ce moment-là on va dire une croissance là, dans leur expérience et de choisir et de mettre sur le côté certaines familles d'hypothèses, mais qui vont toujours argumenter. Si on a affaire à des gens de terrain, par contre, qui eux ne peuvent pas jouer en groupe et faire des petites séances le samedi soir avec leurs potes kinés, etc., ils peuvent toujours se dire, tiens, finalement, j'ai un cas dans mon cabinet, j'ai un cas clinique, je reprends mes familles d'hypothèses, je les dispose et je regarde si j'ai posé assez de questions. Pourquoi peut-être j'ai des difficultés avec ce patient? Pourquoi est-ce qu'il a été mieux avec la même soi-disant je l'ai traité en 50% de temps et pour avoir 50% de bénéfices en plus, etc. Donc, c'est vraiment un travail qui peut être utilisé aussi par les thérapeutes de terrain de manière isolée, on va dire seule. Et là, c'est vrai qu'on n'aura pas l'interaction avec les autres, mais c'est déjà pas mal pour justement se faire un petit refresh au niveau du réseau. Donc, l'outil permet un apprentissage actif, donc vraiment formuler toutes ces hypothèses, etc. Pour nous, vraiment d'enseigner une systématique, de penser, d'approcher, de faire approcher justement cette notion par l'étudiant de la réflexion de l'expert, et puis surtout de permettre bac pour pouvoir, en effet, la manière de fonctionner, c'est-à-dire cette manière d'être systématique, permet justement, si jamais il y a eu un manque quelque part, eh bien d'apprécier, de pouvoir apprécier ce manque. Si on n'est pas systématique et qu'on se loupe à un moment, on ne sait pas où est-ce qu'on s'est loupé. Donc la systématique apprend vraiment cette rigueur et voilà, c'est un peu, en plus l'avantage, c'est qu'on peut glisser des petits pièges aussi dans les cas cliniques pour les étudiants. Et donc, c'est de voir justement si avec cette systématique, ils parviennent à découvrir les petits pièges qu'on leur a donnés. Donc, je vous disais, très, très, très réel, jeu de cartes, il existe. Mais en fait, on est justement en train de commencer un autre projet qui s'appelle Scalineo. Et on va implémenter donc ce jeu de cartes sur une plateforme Internet de manière à pouvoir faire jouer beaucoup plus de monde. Donc, on espère avec ce jeu sérieux. Donc, pour votre attention et voilà, les amis, si vous avez des questions. C'est parti, il y a des questions. Sachant qu'on a prévu donc juste après un temps d'atelier, donc avec le point de café, mais aussi la société Potifide et la table de décompression vertébrale, et à l'étage, alors soit en sortant à l'air de l'amphi ou en prenant l'escalier dans le hall, à l'étage, différents ateliers sur l'IDRED VR, le jeu de cartes. Donc, ce sera l'occasion aussi de prolonger la discussion de façon plus concrète et pratique en petit comité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Tu peux juste prendre des minutes. Ah, ben, t'as du temps pour ça?
Profite-en. Donc, c'était juste, en fait, pour vous dire que je vous parlais raisonnement clinique, phase d'anamnèse, etc., que les cartes à tout pouvaient nous guider vers la prise en charge. Donc, c'était juste pour vous recadrer un petit peu, entre guillemets, dans une espèce de ligne du temps, le moment où on pourrait placer finalement ce jeu. Et donc, quand vous regardez un petit peu la ligne bleue qui est là, hein, ce fil du temps qui va conduire finalement le thérapeute ou l'étudiant à prendre en charge physiquement son patient. D'abord, en fait, la première phase, ça va être une récolte des informations. Et donc, en effet, la deuxième phase, traitement des informations, et la troisième phase, c'était la phase, hein, les cartes à tout finalement, qu'est-ce qui prédomine, c'est la phase de planification, hein, qu'est-ce que je vais traiter le premier jour, comment je vais faire, etc. Et donc, il y a différentes stratégies de raisonnement clinique qui vont être très, comment dire, qui vont se coller à ces trois phases. Hein. Donc, par exemple, la récolte des informations, il y a différentes stratégies. Par exemple, tout ce qui est le patient va parler, comment est-ce que je vais apprécier tout ça, collaboratif. Est-ce que j'entretiens une bonne collaboration? Est-ce que je pousse le patient dans ses retranchements quand il va me parler, etc. Et toutes ces informations seront classées, seront triées selon ce qu'on appelle la CIF, c'est-à-dire la classification internationale de la fonction, hein, qui est très à la mode encore pour l'instant et très important naturellement, puisque grâce à cette CIF, ça nous permet justement de classer tous les éléments du patient dans un cadre. Et finalement, une fois qu'on a classé toutes ces informations, on doit traiter, donc on doit réfléchir là-dessus. Et justement, c'est cette réflexion qui est amenée par tout ce qui est hypothétique ou déductif et qui est amenée par ce jeu, hein, des familles d'hypothèses, qui va nous permettre justement d'aborder la planification et d'aborder le test et les traitements qu'on pourrait faire avec le patient de manière beaucoup plus, finalement, beaucoup plus concrète par rapport aux besoins en eux-mêmes. Enfin, donc ça, c'était, ça nous pose un peu le cadre. Voilà. Et donc, pour les questions encore. Et vraiment un temps suffisamment long, 40h30, pour que justement ces ateliers soient l'occasion de découvrir concrètement les réalisations du projet de maths. On peut, en effet, commencer la pause café. Donc,